Et, et cette technique, elle vient tout droit de Corse. On voit la Corse, elle vient jusqu'à Paris, nous on va jusqu'à vous. C'est ça la force des Half Days, on s'intéresse à tous les horizons. Déjà, merci d'être avec nous pour cette deuxième année, il me semble. On est très content de vous recevoir. Donc là, on va s'intéresser à un produit qui est mondialement connu. Et on va donc avoir des petites astuces avec vous. Je ne vous dis pas trop parce que vous regardez tout à fait le programme. Ça va être super intéressant. Vous avez une demi-heure pour nous montrer tout votre savoir-faire. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Dominique, Mathieu. Donc nous, on travaille, on crée un produit qui s'appelle Good Barber, qui est un app builder. Un app builder, on va simplifier ça, c'est un produit qui permet de créer des applis sans connaissance technique. C'est un CMS pour appli. Ce qu'on souhaite partager avec vous aujourd'hui, ça s'éloigne un peu de ce qu'est le fonctionnement du produit Good Barber, mais c'est le cheminement. On va rajouter d'attendre 30 secondes le temps que les personnes sortent de cette salle, comme ça vous pourrez parler tranquillement. Le temps, je vais vous le redonner après, pas de souci. Voilà, merci à toutes celles et ceux. Il y a une retransmission vidéo également juste au-dessus et sur le côté. Voilà, pour suivre cette conférence. Et voilà, et Serge me dit qu'il y a un cocktail. Voilà, Serge. On peut d'ailleurs applaudir le temps qui sort. Si, c'est comme ça, c'est beau travail. Franchement, pour vous donner un point. Donc, cocktail tout à l'heure à 18, de 18 et 20h, on aura encore 2 heures pour discuter, pour networker. Messieurs, voilà, c'est à vous, c'est un petit peu plus. C'est les autres personnes qui veulent rentrer, les gens qui sortent, les gens qui rentrent. Là, vous êtes beaucoup, on est presque 800. Presque 800, donc c'est un record. En tout cas, n'hésitez pas à commenter sur Twitter. On est numéro 3, donc c'est numéro 2, on est attendu un cran. Il faut être numéro 1, c'est l'objectif. On n'a jamais été numéro 1 dans l'histoire d'Yadei en 5 ans, donc avec vous, on va pouvoir peut-être le devenir. Messieurs, c'est à vous. Je vous laisserai 3 minutes de plus, bien évidemment. Donc, ce que je vous disais très rapidement, c'est que ce qu'on sait partager avec vous, c'est le cheminement technique qui a, in fine, chez nous, abouti à la création d'un produit générique qui permet de créer des applis. Mais en réfléchissant à ce cheminement qu'on avait suivi et à l'architecture technique qu'on a mis en place, on s'est aperçu que ça pouvait coller à de nombreux types de projets. Et on s'est aperçu que nous-mêmes, on l'a utilisé dans d'autres contextes, typiquement pour faire de la prestation de service. Donc, vous allez voir que la présentation, elle est un peu technique, mais pas trop non plus. Simplement, l'idée, c'est qu'on aborde les choses sous l'angle de la conception technique. Alors, au départ, nous, on a commencé par faire de la prestation de service. On a créé des projets pour le compte de clients, créé des applis pour le compte de clients, sur iOS, sur Android. On a démarré en 2009 à l'époque et on a fait de plus en plus de projets. Voilà, on a travaillé pendant plusieurs mois, plusieurs années. L'idée, ce qu'on voulait retranscrire derrière cette idée-là et d'où on vient, c'est que ce qui est génial dans cette approche-là, c'est qu'on a l'opportunité de redémarrer de zéro à chaque fois qu'on fait un projet. On a l'opportunité de faire une conception, qu'elle soit technique, un peu d'avance, qu'elle soit technique ou même du point de vue de l'appli, on a vraiment la possibilité de partir de zéro. Et puis au bout d'un moment, on a pris du recul et justement on s'est posé cette question. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer du point de vue technique, bien évidemment, et qu'est-ce qu'on peut améliorer du point de vue du fonctionnement de l'entreprise, tout simplement. Et en fait, par rapport à ce que je vous disais juste avant, du point de vue technique, on s'est dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de mieux. Parce que comme on repart de zéro à chaque fois, on atteint assez rapidement un niveau de qualité qui est tout à fait satisfaisant pour nos clients, assez modestement, hein, mais l'idée, c'est voilà, on aura du mal à faire beaucoup mieux. Donc s'il y a des choses qu'on peut améliorer dans le fonctionnement de l'entreprise, dans le fonctionnement de l'équipe et dans l'accompagnement qu'on fait avec nos clients, a priori, c'est des améliorations et des optimisations en termes de process et d'organisation. Ça a été le premier constat. Comment on passe d'une feuille qui est très très brouillon à quelque chose qui est beaucoup plus formalisé
et qui explicite très bien ce que va être le projet au final, y compris d'un point de vue technique. L'autre chose qu'on a fait en parallèle, c'est que petit à petit, on s'est aperçu que par rapport à tous les projets qu'on adressait, il y avait beaucoup de similitudes. De similitudes dans les fonctionnalités, de similitudes dans les approches, c'est-à-dire qu'un client A, un client B, même s'ils n'expriment pas leurs besoins de la même façon, même si ça va aboutir sur deux applis qui visuellement n'ont rien à voir l'une avec l'autre, il y a quand même des similitudes, au moins dans l'approche technique de conception. Et ça, c'est quelque chose qui est même, à mon sens, teinté de la bonne pratique qui est mise en place dans l'entreprise. Donc, on s'est aperçu que souvent, 2 applis, 3 applis, un parc d'applis qui est géré par une boîte, partagent beaucoup plus de points communs qu'on ne le croit. Et en parallèle de ça, je vous disais, on réfléchissait à ce qu'on pouvait améliorer dans le fonctionnement de l'entreprise. On s'est aperçu que beaucoup de projets, on cherche à améliorer. Un des points qu'on cherche à améliorer, c'est la maintenance. C'est-à-dire que clairement, plus vous avez d'applis en prod, et ça, je pense que tout le monde en a fait l'expérience, même les personnes même les entreprises qui n'ont qu'une appli et qu'elles gèrent, au final, plus on a de projets à gérer, plus la maintenance devient complexe. Et plus dans le temps, on s'inscrit dans une complexité. Donc ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de gestion au quotidien, ça pose des problèmes techniques qu'il faut résoudre. Et à partir de là, c'est vraiment le moment où on s'est senti en risque, et le moment où on s'est dit, ok, peut-être qu'on a mal appréhendé les choses, peut-être qu'on n'est pas fait pour faire ce métier-là, peut-être qu'on n'est pas fait pour faire de la prestation de service. Je fais juste une parenthèse, mais en disant que c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait peut-être une logique à développer un produit comme les parlons aujourd'hui, mais ça, c'est le choix qu'on a fait nous. Mais c'est vraiment le moment, quand on avait 2 ans, 3 ans d'existence, où là on s'est dit, ok, on a mal appréhendé les choses, il faut qu'on y apporte des solutions. Et comme on est assez technique, comme on aime beaucoup ça, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une solution technique à ce problème? Et le problème, c'est celui-là. C'est vraiment, au fur et à mesure qu'on accumule des projets, la complexité qui est induite par la gestion de ces projets, la maintenance qu'elle soit évolutive, corrective, peu importe, elle est exponentielle par rapport au nombre de... Je pense que tout le monde a dû en faire l'expérience, c'est-à-dire que si vous avez 2 applis en prod, ça va, si vous en avez 5, c'est difficilement gérable, si vous en avez 15, c'est une catastrophe, à mon sens. Ou en tout cas, ça conduit à faire des choix qui, à mon sens, ne sont pas les bons, à faire grossir des équipes pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, et donc ça teinte vraiment, c'est se faire distancer. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on s'est fait distancer. Et de ce constat-là, on s'est dit, tout simplement, comment on peut faire en sorte que plus on a de projets qui partent en production, plus on est solide, plus la complexité va diminuer. Et qu'est-ce que c'est l'effort qu'on doit faire au départ pour que l'avenir se passe bien? Et en gros, ce qu'il faut comprendre derrière ce slide, c'est la courbe qui est en orange, c'est-à-dire l'effort qu'on doit mener pour annuler l'effet de la complexité qui explose. L'effort technique, c'est simplement un investissement. Et ce qu'on doit faire au départ, c'est investir pour pas que ça arrive, tout simplement. Et donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, on s'est dit comment ça peut se traduire en éléments techniques. À partir de là, on s'est dit architecture classique qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on a? On a un cœur d'appli qui est spécifique, un noyau dur qu'on va recréer à chaque projet, et un développeur qui va choisir d'utiliser ou non des modules qui sont des modules génériques. Alors typiquement, ça va être des librairies, ça va être des éléments qu'on va trouver à disposition qui sont déjà dans le parc
de l'entreprise, qui ont déjà été créés par l'entreprise, mais on a vraiment cette logique de partir d'un cœur d'appli qu'on va créer spécifiquement pour le besoin du client et qui va mettre en musique tous les modules réutilisables qu'on a à disposition. Ça, c'est ce que nous on a identifié comme l'approche instinctive qu'on mettait en œuvre quasi systématiquement quand on démarrait un nouveau projet. Je disais tout à l'heure partir de la feuille blanche, c'est ça qu'on fait. Et on s'est dit tout simplement pourquoi est-ce qu'on n'inverserait pas la logique. Donc, inverser la logique, tout simplement, c'est dire on va créer un cœur d'appli qui est générique, qui va être commun à l'ensemble des projets qu'on va mettre en production, commun à l'ensemble des applis qu'on va créer pour nos clients, en toute transparence, clairement. Et pour chacun de nos clients, on va venir sur ce noyau dur générique, commun, venir y greffer des modules qu'on aura créés spécifiquement pour eux, des briques qu'on aura créées spécifiquement pour eux. Et je disais tout à l'heure identifier les similitudes. Identifier les similitudes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... il ne suffit pas juste de voir qu'il y a un bouton vert dans une appli, un bouton vert dans une autre appli, c'est pas ça l'idée. Nous, le constat qu'on a fait à l'échelle de Good Barber et à l'échelle de l'entreprise, c'est de dire qu'une appli, c'est un ensemble de pages, un ensemble de sections qui sont reliées entre elles par une navigation. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça au final. Et le cœur générique, il a vocation à être le plus restreint possible. Il a vocation à être le plus commun possible. Et donc, petit à petit, on a commencé à créer cette architecture-là et à venir y greffer des modules qui sont spécifiques à chacun de nos clients. Et on s'est vite aperçu qu'on avait besoin de mettre en place une espèce de couche intermédiaire qui est ce cœur, ce que j'appellerais le cœur des fonctionnalités génériques dans l'appli. Une espèce de brique intermédiaire qui, elle, c'est ce qu'on voit en vert fluo sur le slide, c'est la traduction générique de chacune des fonctionnalités qu'on est amené à mettre en place au cours des projets. Ça peut évoluer dans le temps, évidemment, mais on garde un socle commun. Tout ce qui est vert vers le ciel sur le slide, c'est commun à tous les projets qu'on met en place pour notre client. Et derrière, évidemment, on consomme le système de briques. Alors, Mathieu y reviendra un peu plus en détail, mais concrètement, c'est quand même un choix technique assez fort. Donc on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire supporter ce choix-là à nos clients, et donc du coup on avait besoin de mettre en place un système qui permettait d'assurer la stabilité. Donc un système très simplement qui crée du passage de paramètres plutôt que du code dans l'interaction. On voyait tout à l'heure dans le slide précédent, quand je disais, on crée un noyau dur d'appli qui est spécifique aux besoins, qui met en musique les briques génériques. Ici, on n'a plus cette possibilité-là, parce qu'on a besoin d'avoir un élément qui est vraiment commun. Donc, c'est du passage de paramètres. Et à partir de là, on a identifié ce qu'on voit, le petit nuage sur le slide, comme étant le feature template, tout simplement. C'est-à-dire comme étant l'ensemble de la fonctionnalité du point de vue générique côté moteur et du point de vue spécifique développé pour chacun de nos clients. Alors, avant de passer la parole à Mathieu, je fais une petite parenthèse. C'est un élément qu'on n'a pas forcément souhaité aborder dans la présentation parce qu'on a choisi un angle technique, mais ça, c'est vraiment un élément qu'on arrive à valoriser d'un point de vue commercial vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que pour peu qu'on soit très transparent sur le fait que le projet qu'on va construire, on va le construire sur cette base technique-là, et que c'est une base technique robuste parce qu'elle a été construite sur plusieurs années, et ainsi de suite, ça en devient un argument commercial. Et ça en devient un gage de qualité de la technologie et de l'offre qui est proposée par l'entreprise. Voilà. Maintenant, je laisse Mathieu rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'est le feature template. Ok, je vais essayer. Vous m'entendez?
Je vais essayer de vous présenter plus en détail ce qu'est le feature template. Alors on va pas descendre au niveau de l'exemple de code parce que je pense que c'est pas du tout le but de la présentation, mais je vais essayer de vous en présenter en fait vraiment les grands concepts. Alors comme le disait Dominique, quand vous obtenez un nombre assez conséquent de projets à maintenir dans le temps, faites face à deux problèmes. Le premier, c'est, comme je disais, réduire la complexité et le coût en maintenance de ces projets. Et le deuxième, c'est d'essayer de consolider votre architecture, votre conception technique à chacun de ces projets. Alors, la solution la plus évidente, ça passe par des composants réutilisables. Bien évidemment, il y a autant de manières de mettre en œuvre ces composants réutilisables qu'il y a de développeurs. Et probablement qu'elles ont toutes leurs intérêts et leurs limites. Nous, on va essayer de se concentrer sur deux extrêmes. La première, tout à gauche, c'est la mise en œuvre de micro-composants. Bibliothèque de composants, librairie. Ici, tout le travail de développement va être de mettre en commun ces micro-composants et de les faire interagir entre eux. Donc ça présente un avantage, c'est que si vous vous appuyez sur une base assez large de micro-composants ou de librairies que vous pouvez trouver ou développer, vous êtes capable d'adresser une offre très diversifiée à vos clients. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'à chacun de ces projets, vous êtes obligé de refaire tout ce développement, tout ce travail de mise en commun et d'interaction entre les composants. À l'extrême opposé, vous pouvez aussi concevoir votre projet comme un moule, c'est-à-dire que votre application deviendra un seul et unique composant. Là, c'est évident, vous gagnez énormément de temps en développement puisque votre code est identique ou presque identique entre tous vos projets. Maintenant, la conséquence, c'est que vous réduisez très fortement l'offre que vous adressez à vos clients. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un compromis entre ces deux méthodes. Ce compromis, c'est le feature templating, c'est-à-dire créer des composants de taille moyenne, indépendants et responsables d'une fonctionnalité donnée. Alors, je vais essayer de vous en présenter les grands concepts. Le premier, c'est qu'un feature template n'est pas un pattern de conception. C'est plutôt une philosophie d'organisation générale de votre projet. C'est-à-dire que vous pouvez continuer d'utiliser vos patterns de conception classiques, qui sont MVC, MVVM et autres. Le feature templating va se placer au-dessus de tout ça et faire office un peu de chef d'orchestre entre eux, les organiser et être chargé de la communication entre ces différentes briques. Alors, ça va poser un certain nombre de contraintes au développement et donc le rallonger son temps de développement. Mais on en a fait l'expérience, vous allez gagner énormément sur le coût de maintenance de vos différents projets. Le troisième concept, c'est de réaliser des briques indépendantes et autonomes et responsables de la mise en œuvre d'une fonctionnalité donnée. Et quand je dis responsable de la mise en œuvre d'une fonctionnalité donnée, c'est de l'intégralité de cette fonctionnalité. C'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte la logique métier jusqu'à l'affichage de cette fonctionnalité. Alors si on essaye de trouver une petite image, sur notre schéma, le feature template, c'est une cravate. La cravate, c'est un objet, un produit fini, qui a sa propre vie, qui est responsable d'une fonctionnalité et qui est utilisable ou non. Et si j'essaie de vous donner un exemple un peu plus concret, dans notre cas, notre feature template le plus commun, c'est la lecture d'articles. Le feature template va contenir le téléchargement des articles, le parsing et leur affichage. Affichage qui peut être à la fois liste ou vue de détail. Une fois posés tous ces concepts, on fait face à une problématique. C'est qu'on ne peut pas faire supporter à notre client nos choix techniques. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à chaque projet à délivrer à votre client des briques qui n'ont pas été spécifiquement développées pour lui. Et donc vous posez toutes les conditions d'une potentielle instabilité. Comment la réduire? Tout simplement en faisant disparaître les variations de code entre les différents projets. Comment la faire disparaître? C'est-à-dire que chacun de vos feature templates doit être paramétrable, non pas par du code, mais par du paramétrage, c'est-à-dire par quelque chose de descriptif. Donc, la première chose à faire lorsque vous implémentez un feature template, c'est de lister l'intégralité des paramètres de customisation de ce feature template. Une fois que vous avez cet ensemble fini, vous êtes capable de tester de manière finie l'intégralité des comportements de votre brique. Et ainsi, vous obtenez un assemblage de briques qui sont testées de façon unitaire à 100%, et vous réduisez donc fortement les risques d'instabilité de mise en commun. Donc comme je l'ai dit, le feature template, c'est principalement normer les interactions entre ces briques afin de réduire les effets de bord lors de leur mise en commun. Au final, si on prend le cas de cette ampoule, la façon dont est conçue l'ampoule a peu d'importance.
On va vraiment concentrer le développement sur la fabrication du culot et sa norme. D'un côté, ça va nous imposer beaucoup plus de rigueur dans l'organisation et donc dans la norme, mais d'un autre côté, on gagne énormément de liberté dans le développement lui-même du feature template. Ici, vous pouvez vous retrouver, utiliser vos patterns de conception et vous retrouver avec un feature template qui peut utiliser un pattern MVC, un autre qui utilise un MVVM. Vous retrouvez toute la liberté de développement à l'intérieur du feature template. Un autre intérêt, et qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est l'intégration de nouveaux développeurs dans les équipes. Alors, je ne vous dis pas que le feature template est une forme de documentation de code, elle ne remplacera jamais ça et elle reste indispensable. Non, il permet juste de créer des habitudes au sein des équipes de développement. Si je schématise, si vous savez comment fonctionne une ampoule, vous connaissez le fonctionnement de toutes les ampoules. Maintenant, si on regarde l'autre côté de l'interface, donc là on s'est concentré sur les briques qui étaient le développement spécifique, il y a le moteur. Le moteur est un peu au feature template, ce que la lampe est à l'ampoule dans mon schéma. C'est-à-dire que c'est la brique qui va être conçue de façon conçue et développée de façon 100% générique. C'est lui qui va être en charge de mettre en œuvre toutes ces différentes briques et surtout de communiquer, d'effectuer la communication entre elles en faisant le passage de paramètres qu'on a vu précédemment. Si on pousse notre raisonnement jusqu'à l'extrême, et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout essayé, mais théoriquement ça serait possible, on pourrait remplacer ce moteur, garder tous nos feature templates et mon projet continuerait de tourner. Au final, sur mon schéma, je garde toutes mes ampoules, je mets ma lampe, tant que mon culot reste le même, je continue d'avoir de la lumière. Alors pour terminer, je vais juste vous montrer quelques exemples de feature templates qu'on a mis en place. Alors celui dont je parlais tout à l'heure, le plus commun, lecture d'articles, on voit ici que c'est le même feature template qui est adressé à 3 clients différents avec 3 briques d'affichage différentes. Et ici on retrouve la liberté de conception, et ici on voit 2 table views sur les côtés, et ici une collection view. Mais c'est le même feature template. Ici c'est un peu l'inverse, 2 feature templates différents, à gauche article, affichage d'articles, et à droite affichage d'événements, mais au final on retrouve exactement la même brique d'affichage, conçue de la même façon, et avec des paramétrages qui sont à peu près identiques. Et enfin pour terminer, notre feature template d'authentification, alors il ne se résume pas du tout à une simple vue de login, mais il va contenir l'intégralité du process d'inscription et de connexion aux applications. C'est-à-dire qu'il va contenir les connexions aux API Facebook, Twitter, notre propre API de login, les potentiels API de vos clients, ainsi que les différentes vues de votre processus d'inscription et de connexion à votre application. Alors, si on essaie de résumer un peu ce qu'on s'est dit, et si on essaie d'aborder les points qu'on n'a pas vus. Le point le plus important quand on déploie une architecture comme ça, c'est de se dire qu'il faut garder des composants qui soient autonomes et indépendants. Ça, Mathieu l'a bien expliqué. Il faut aussi, quand on fait du générique, et systématiquement, c'est l'instinct qu'on va avoir quand on va concevoir une brique qui se veut générique et qu'on va vouloir conserver dans le temps, on va chercher à anticiper des comportements futurs, des comportements qu'on ne connaît pas. Et là, pour le coup, c'est un vrai retour d'expérience. Ça fait plusieurs années, 4, 5, 6 ans qu'on crée des produits génériques. On sait que les comportements qu'on ne connaît pas à l'instant T, à l'instant du développement, on n'est pas capable de les anticiper correctement. Et c'est comme ça qu'on a jeté des parties entières des projets, parce qu'on avait voulu trop anticiper sur la maintenance et qu'on n'avait pas réalisé qu'on pouvait simplement faire évoluer notre projet à ce moment-là. Donc, pour le coup, on prône le fait d'avoir des raisonnements très génériques. Là, l'idée, elle était simplement de dire qu'il faut aussi conserver de la modération dans cette approche-là de généricité très poussée. Pourquoi ça nous aide à améliorer la stabilité? Parce que du coup, les différents projets qu'on crée pour nos clients, alors dans le contexte de Barber, mais dans le contexte de toute la prestation de service qu'on peut faire, le code a vocation à être partagé. Alors le code a vocation à être partagé, pas du point de vue des composants réutilisables qu'on a choisi d'utiliser dans ce projet-là, le code est partagé au niveau même du cœur de l'appli. Du coup, tout simplement, le process, c'est si on l'améliore une fois,
eh bien, on est en capacité de faire bénéficier l'ensemble des projets qu'on a créés. Alors, si on parle d'appli et qu'on parle en particulier de logiciels compilés, évidemment, on sera obligé de passer par toute une phase de déploiement. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est arriver à centraliser toute la maintenance qu'on peut faire. Mathieu montrait les listes d'articles, typiquement, qui sont issus de Barber. Ça, c'est des choses qu'on arrive à corriger très facilement parce que les choses sont isolées correctement. Et surtout, elles sont mises en commun à l'endroit où elles doivent être. Pour conclure, et on conclura là-dessus, quand est-ce que c'est pertinent une approche comme celle-là? Alors, c'est tout à fait pertinent quand on a à l'esprit de créer un produit 100% générique. Mais c'est ce qu'on vous disait en introduction, nous on l'a utilisé aussi pour faire de la prestation de services, pour développer des projets sur mesure pour nos clients. On a recréé des mini-moteurs plusieurs fois, des mini-moteurs qui n'étaient pas forcément dans la logique qu'on avait déployée jusque-là, mais chaque fois, le point de départ, ça a été identifier des points de similitude entre les différents projets qu'on allait avoir à créer. Donc, pour peu que on arrive à identifier ces similitudes, les feature templates, ils sont tout à fait pertinents. Le deuxième point important, c'est qu'il faut s'inscrire dans le long terme. C'est-à-dire que si vous travaillez sur un projet qui a vocation à être événementiel, entre guillemets, qui a vocation à vivre quelques mois, clairement, on n'aura pas le temps de récolter les fruits de l'investissement qu'on a fourni. Et le dernier point, mais on va dire que c'est clairement relié aux deux autres, hein, c'est qu'il faut que les objectifs du projet soient partagés. Typiquement, si l'objectif d'un des projets c'est la performance, on aura du mal à rechercher une stabilité à outrance dans d'autres projets qui partagent les mêmes features templates. L'inverse est vrai aussi. Dans Barber, ce qu'on recherche par-dessus tout, c'est la stabilité des applis. Je pense que tout le monde recherche la stabilité des applis, mais je pense que c'est aussi important d'avoir des grands concepts comme ça, et ça oriente vraiment la façon d'implémenter les éléments techniques, et ça, c'est forcément teinté dans la façon dont on implémente les features templates. Voilà, c'était ce qu'on souhaitait partager avec vous. Si vous souhaitez en discuter, vous ne pouvez pas nous louper. On est là sur le salon pendant 2 jours, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au pire, si vous avez une question, vous avez pas le temps. Voilà, merci. J'ai juste une petite question, il me reste encore une petite minute. Avec tout ce que vous nous avez présenté, on a vu plein d'exemples. Comment vous faites pour avoir une offre plus pertinente? L'idée, clairement, c'était ce que je disais très rapidement, c'est dans notre discours commercial, en particulier, dans le discours commercial et derrière le Barber, évidemment, on met en avant le fait que c'est un socle technique qui est robuste et qui a été développé sur plusieurs années, donc quelque chose de très très robuste et de grande qualité. Lorsqu'on est amené à se positionner sur des projets un peu plus sur mesure, ça prend tout son sens aussi. C'est-à-dire que si on est très transparent avec le client, c'est quelque chose qui se valorise très peu. Très bien, écoutez, merci beaucoup messieurs. J'étais ravi de vous retrouver pour cette 2e année. On va enchaîner avec nos amis de chez Mythic.